Bonjour à tous et aujourd'hui on va continuer à parler d'univers Marvel mais on va se focaliser sur les X-Men. Les films X-Men qui ont commencé à sortir dans les années 2000 ont été des films qui ont été très impactants pour moi parce que c'est après ces films que je me suis plongé dans les Strange, Spécial Strange ou même Titan de mon père qui étaient des comics Marvel. Il n'en reste pas moins que les X-Men sont mes héros préférés et pour vous donner un ordre d'idée, même si j'adore les 4 Fantastiques, même si j'adore les Vengeurs, si je dois vous citer mes 10 héros préférés de Marvel, il est possible que les 10 soient simplement des X-Men. Mais la critique des X-Men va se focaliser finalement sur un seul point. Bien que je considère toujours que je sois un bisounours de la critique, je réalise en montant mes vidéos, en regardant mes vidéos, que je peux être de temps en temps un peu virulent. Mais la plupart du temps, ma critique se focalise sur l'écriture et sur la construction de l'histoire et sur la cohérence de l'histoire et beaucoup moins sur cet acteur ou ce personnage. Là, ça va être la vidéo hypocrite. Là, c'est la vidéo faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que là, je vais vous parler du personnage que je déteste. De tous les films dont je vous ai parlé, de tous les univers dont j'ai parlé qui ont été adaptés au cinéma, le seul personnage que je déteste, c'est le personnage de Mystique joué par Jennifer Lawrence. Pour commencer, Mystique, c'est un des personnages, des antagonistes les plus emblématiques des X-Men. C'est un personnage qui est une femme fatale, c'est un personnage qui est une reine de la manipulation, et c'est ce qu'on adore chez elle. Car à travers des dizaines et des dizaines d'histoires, dès que Mystique semble se rapprocher des mutants, on espère qu'elle aura un arc de rédemption. On espère que le personnage va se racheter. On se laisse berner par son discours et son affection pour ses enfants, qui sont Malicia, dont elle est la mère adoptive, et Diablo, dont elle est la mère. Le crédit ne revient pas seulement au personnage, mais peut revenir aussi au scénariste, car à chaque fois, on nous fait croire que cet arc de rédemption va venir, mais la vérité absolue pour Mystique, c'est qu'à la fin, elle trahit toujours. Au-delà d'apprécier le personnage dans le comics, vous savez que je suis pas vraiment pour l'idée de mélanger les comics et les films. Et dans les adaptations des années 2000, on voit un personnage de Mystique qui est certes badass, mais qui est extrêmement loyal à Magneto. Et ça va être une grande influence dans les autres œuvres, que ce soit X-Men Evolution pour les dessins animés, ou pour même X-Men Legend pour les jeux vidéo, où on va te montrer un personnage de Mystique qui est le bras droit de Magneto. Ce n'est pas le cas dans les comics. Mais cette adaptation dans les années 2000, elle est compréhensible. La richesse du personnage va être perdue dans la film des années 2000, mais tu vas avoir un personnage qui est quand même badass, qui est quand même un antagoniste, et qui a pour but de clarifier ton film, de le rendre plus cohérent, de le rendre plus accessible aux gens qui ne connaissent pas les comics. Donc le personnage de Mystique dans la première trilogie est certes loin de sa représentation dans les comics, mais elle a une utilité qui est pertinente. Avec le personnage de Jennifer Lawrence, c'est exactement l'inverse, et c'est quelque chose d'assez unique. Le personnage de Mystique dans la nouvelle épopée des X-Men est un cas qui ne se retrouvera jamais. Pour quelle raison? Quand Jennifer Lawrence joue Mystique en 2011, elle est une très bonne actrice évidemment, mais pas extrêmement connue. C'est en 2012 où elle va jouer Katniss dans Hunger Games et être complètement propulsée comme star mondiale ou star internationale. Et donc les réalisateurs de X-Men vont avoir sous la main une pépite, vont avoir une star internationale et ils vont vouloir la mettre en avant et la mettre dans le registre dans lequel elle a conquis le cœur des fans. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une Mystique qui va être héroïque. Mais le personnage de Mystique de Jennifer Lawrence s'éloigne certes de la conception du personnage des comics, de l'adaptation du personnage qui est dans les comics, mais tu en fais une super grande héroïne qui va finalement détruire la cohérence de ton univers. Mystique devient la chef des X-Men, Mystique devient le modèle, la mentor de petits personnages X-Men comme Cyclope, Tornade et Jean. Et c'est ça qui est problématique. Vous savez, pour les fans de comics, pour les fans de X-Men, le traitement de Tornade dans les films X-Men est quelque chose qui est vraiment désolant. De Tornade et de Cyclope. Pourquoi aujourd'hui tout le monde dit que X-Men 97 est une pépite et la meilleure œuvre de X-Men qui est sortie? Parce que c'est les seuls qui laissent entreapercevoir la richesse et la pertinence de ces personnages. Dans les films, ils ont toujours été sacrifiés. Être sacrifié pour Wolverine, pourquoi pas? Mais dans cette nouvelle trilogie, être sacrifié et les mettre dans un second plan pour mettre en avant Mystique, un personnage que j'appelle plutôt la Schtroumpfette Katniss, parce que finalement c'est Jennifer Lawrence qui joue une héroïne qu'on a peint en bleu, et c'est comme ça que le personnage est créé, ça fait extrêmement mal. Et c'est extrêmement douloureux pour les fans de comics que la première phrase de Tornade dans la nouvelle épopée des X-Men dans Apocalypse, la première phrase qu'elle va te donner quasiment, c'est Mystique, c'est ma héros, c'est mon modèle, j'ai envie d'être comme elle plus tard. Et t'es là, oh, ça fait extrêmement mal. Parce que c'est comme si on te fait une adaptation de Harry Potter et qu'on dit, bah Sirius Black il sert à rien, on aime bien Bellatrix Lestrange, ça va être elle la marraine d'Harry Potter. T'es là, pourquoi? Pareil, tu te dis, bon, bah ce qu'on va faire, Gandalf il meurt à la Moria et finalement c'est Saruman qui va aider les peuples de la Terre du Milieu après les avoir trahis pour combattre Sauron. Pourquoi? Et c'est cette question toujours, pourquoi finalement Mystique est là? Et c'est ce qui me dérange le plus. La seule justification que tu as dans la création de ton histoire pour faire d'un des antagonistes les plus
épique de ta licence en faire le héros principal, la seule explication, c'est que l'actrice que tu as choisie avant qu'elle soit connue devienne un phénomène mondial. Et donc tu veux la propulser, cet antagoniste, comme la héros principale. Et c'est ça en fait qui est assez unique dans le cas d'X-Men, mais c'est ce qui fait que c'est extrêmement désolant. Et ça m'a fait penser à une discussion qu'avait eu Quentin Tarantino, qui est un réalisateur hors pair, et j'adore ses films, mais il avait eu ce discours qui disait que bien qu'il appréciait les films Marvel, il avait quand même une petite nostalgie de l'époque où les films d'action étaient joués par des acteurs, étaient tenus par des acteurs. Et il disait que la problématique des films de super-héros aujourd'hui, c'était que tu ne vas pas voir un film de Schwarzenegger, tu ne vas pas voir un film de Tom Cruise, tu vas voir un film de Iron Man, tu vas voir un film de Captain America. En tant que réalisateur les plus incroyables qui existaient dans notre génération, c'est un avis que je comprends et que je respecte. Mais le personnage de Mystique prouve que finalement, je ne peux pas vraiment être d'accord avec ce positionnement. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment fonctionnent les adaptations. Bien qu'aujourd'hui tout le monde dit que Robert Downey Jr. c'est Iron Man et que personne n'aurait pu interpréter Iron Man comme lui et que c'est un Iron Man qui sera irremplaçable, d'un point de vue cinématographique, c'est une opinion, mais le personnage d'Iron Man existe depuis des années. Il a été créé dans les années 1960 par Stan Lee. Tu as eu ensuite les scénarios ou la gestion du personnage par David Michelinie, qui est celui qui a rendu Iron Man alcoolique et tout l'arc de narration autour de ça, qui a créé le personnage de Jim Brody, donc War Machine, et qui a énormément enrichi l'univers d'Iron Man. Iron Man, en fin de compte, c'est un peu comme James Bond, c'est un personnage qui est un peu immortel. Et bien sûr que Robert Downey Jr. et notre Daniel Craig, c'est-à-dire le acteur, le personnage qui a permis de propulser la notoriété de Iron Man comme personne, mais Iron Man, c'est aussi les écrits de Stan Lee, c'est aussi les écrits de Michelinie qui ont construit ce personnage, qui ont permis de le développer et qui ont permis de l'enrichir. Et c'est le problème que j'ai avec le personnage de Mystique. En termes d'adaptation, il y a une rupture avec tous les travaux qui ont été faits auparavant, avec tout ce que représente le personnage. Et il est possible que de temps en temps on puisse se plaindre d'adaptations qui nous déçoivent, que ce soit Galadriel, que ce soit Geralt, que ce soit Lilith, que ce soit des tonnes de personnages. Mais il y a quelque chose qui fait que de temps en temps on n'adhère pas avec l'idée, mais le processus de création suit la cohérence du personnage. Là, dans le personnage de Mystique, c'est aller à contre-courant, c'est créer une héroïne d'une vilaine. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que si on regarde vraiment l'épopée de Jennifer Lawrence dans l'histoire, en 2011, le personnage est intéressant, le personnage permet de se positionner entre l'idéologie de Magneto et l'idéologie de Xavier. Dans Day of Future Past, bon, elle est un peu trop au centre de l'attention, mais l'histoire de son personnage est cohérente. C'est une femme fatale qui va gérer tout de son côté, et évidemment, tu mets énormément d'héroïsme dans le personnage parce qu'elle est jouée par Jennifer Lawrence. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que c'était censé être la rencontre entre les anciens X-Men des années 2000 et les nouveaux X-Men. Et finalement, Mystique prend trop de place. Elle prend trop de place et pour avoir un peu de vieux X-Men, t'es obligé d'attendre le director's cut. Et donc voilà, je suis pas un grand fan de ces décisions, mais ça c'est personnel. Objectivement, l'histoire, elle tient la route. Et là, je pense que c'est à ce moment-là où le personnage de Jennifer Lawrence aurait dû partir, en fait, aurait dû arrêter. Et là, à partir d'Apocalypse, ça fait trop mal, quoi, c'est trop douloureux. On fait de Mystique la Captain America des X-Men, ça n'a plus aucun sens, tu délaisses des personnages emblématiques. Mais après, ce que je veux vraiment souligner, c'est que je n'ai rien contre l'actrice. Je respecte énormément l'actrice, je respecte énormément son travail, et je ne considère pas du tout qu'elle soit responsable de la qualité des films et la qualité du personnage de Mystique. Ça a été la direction qu'on a donnée, une direction qui existe parce que c'est une actrice extrêmement connue. Et j'ai même envie de dire que je déteste détester l'actrice, parce que comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'elle soit responsable de grand chose, je ne la tiens pas responsable de mon désamour pour son personnage, c'est vraiment la direction qu'on lui a demandé de prendre. Mais néanmoins, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis conditionné. J'ai été tellement traumatisé par la performance de Jennifer Lawrence que je ne peux plus regarder un film de Jennifer Lawrence. Sa voix est synonyme de destruction d'immersion. Mais après, ce qui me rassure, c'est que mon boycott de sa carrière n'a pas trop impacté sa réussite. En tout cas, moi je me filme dans ma chambre et elle est milliardaire, donc pour moi tout va bien dans ce scénario. Encore une fois, ce n'est pas personnel, mais ce qui me fascine et ce qui m'inquiète, c'est de voir à quel point ça va loin. Parce qu'au-delà de ne plus pouvoir regarder un film de Jennifer Lawrence, qui est vraiment un tue-l'amour du visionnage pour moi de regarder un de ses films, il y a une autre chose, c'est que c'est aussi à cause de Mystique que j'ai arrêté de regarder Big Bang Theory. Alors Big Bang Theory, c'est une sitcom qui parle de geek. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est au moment où un des personnages dit qu'il a adoré Jennifer Lawrence en tant que Mystique. Et là, moi, mon immersion s'est cassée. En parlant de Big Bang Theory, il y a un autre passage qui m'a énormément surpris. C'est au moment où nos 4 héros, donc les 4 héros geeks, disent tous que leur hobbit préféré, c'est Frodon. Et ça fait mal.
ça fait mal. Donc si je vous ai parlé de Mystique et de Jennifer Lawrence, qui est un des personnages que je déteste le plus dans la fantasy, dans les œuvres dont je vous ai parlé, je vais vous parler aujourd'hui de, pour moi, l'acteur, la performance qui sera à jamais la plus sous-cotée. Et c'est celle de Sean Astin en tant que Sam Sagasgami. Je suis biaisé, on va pas se mentir. Je suis biaisé, si ça ne tenait qu'à moi, Sean Astin aurait dû avoir au moins 3 Oscars. Au moins, parce qu'il a fait 3 films. Mais encore une fois, très biaisé. Quand tu réfléchis à la performance de Sean Astin, je trouve qu'il est passé un peu trop sous silence, parce que Viggo Mortensen, Ian McKellen ont été incroyables. Mais quand tu vois la performance qu'il fait, il doit jouer un hobbit d'1m10, joufflu, et il arrive à le rendre bienveillant, loyal, héroïque, touchant, menaçant, et il va jouer à chaque fois avec une finesse et avec une justesse qui est incroyable. Le personnage est vraiment le héros du Seigneur des Anneaux, et c'est ce que Tolkien pouvait penser également. Et le problème que j'ai par contre, c'est quand je vante Sam et je vante l'héroïsme de Sam, il y a beaucoup de personnes qui vont en profiter pour un peu critiquer Frodon. Et pour moi, Frodon aussi est un super personnage. Frodon, c'est un héros, que ce soit dans les livres ou dans les films, qui peut être compliqué à percevoir, parce que la plupart de ses faits héroïsmes, la plupart de sa valeur héroïque, elles sont vraiment au début des œuvres. Pourquoi? Parce qu'après, toute l'histoire va être autour de à quel point l'anneau le ronge, à quel point l'anneau l'affaiblit, à quel point l'anneau le torture. Et c'est exactement ce qu'on va voir au bout d'un moment. L'héroïsme de Frodon à partir du 2, mais surtout à partir du 3, il se comprend par ses valeurs de sacrifice. Il sait que même s'il détruit l'anneau, il ne reviendra pas à l'état normal. Quand Sam a l'anneau, bien sûr qu'il le prend parce qu'il a la corruption et que l'anneau est à lui et rien qu'à lui, mais également parce qu'il est conscient et il n'a pas envie que l'anneau détruise Sam comme il l'a détruit. Frodon peut être beaucoup moins héroïque dans le 2 et le 3 parce que il est complètement puisé. Donc pour résumer très rapidement cette parenthèse de Seigneur des Anneaux qui commence à être un peu longue, Sean Astin mérite 3 Oscars. Sam est un héros incroyable, mais c'est pas parce que c'est un des plus grands héros qui existait dans la fantasy qu'il faut minimiser le côté héroïque et la qualité du personnage de Frodon. Mais pour conclure, on va quand même revenir sur les X-Men, et je vais essayer de conclure en vous expliquant pourquoi j'adore autant les X-Men et pourquoi je pense que la plupart des maisons d'idées des productions cinématographiques se trompent sur la narration qu'ils veulent utiliser au cinéma. Marvel devient un énorme succès grâce aux 4 Fantastiques dans les années 1960, en 1961. Et l'idée de créer les X-Men a pour but de recréer cet élan. Sauf que là, Stan Lee n'a pas envie de faire des origin stories, donc il va dire que les gens naissent avec des pouvoirs. Et c'est là où il crée les mutants. Quand on voit le phénomène que sont devenus les X-Men et les mutants, c'est assez drôle de savoir que l'origine de leur pouvoir, c'était juste, en fait, Stan Lee qui avait la flemme de trouver des origin stories parce que ça commençait à le gonfler de le faire. Donc, ils naissent avec des pouvoirs. On suit l'histoire de Charles Xavier, un mutant télépathe qui va entraîner 5 mutants. Cyclope, Jean, Angel, Fauve et Bobby. Ces histoires sortent en 1963 et ont du mal à trouver un très grand succès et donc va être arrêtée en 70. Et c'est en 1975 qu'elle va faire son retour. Et le retour qui va être fait, c'est par quelqu'un qui est emblématique dans l'histoire des X-Men. Je parle de l'emblématique, l'incontournable Christopher Claremont. Il va reprendre les X-Men en 1975 avec 2 objectifs. Faire des personnages beaucoup plus diversifiés, c'est-à-dire que Tornade vient du Kenya, Colossus est russe, Diablo est allemand, et la pépite qui va sortir de cette histoire, Wolverine, est canadien. Le deuxième objectif, c'est de mettre en avant des personnages féminins. Pourquoi, à l'époque, que ce soit le personnage de Jean Grey dans les premiers X-Men ou de Susan Storm dans les 4 Fantastiques, ces personnages féminins avaient surtout pour enjeu d'être des demoiselles en détresse. Et très rapidement, on va avoir une saga emblématique qui vient redéfinir le personnage de Jean Grey, qui va être la saga du Phénix. La saga du Phénix pour l'univers des X-Men, c'est un peu comme la trilogie originale de Star Wars pour l'univers de Star Wars. Cette saga est ce qui permet aux X-Men de s'asseoir à la table des Vengeurs, à la table des 4 Fantastiques. On est sur quelque chose de monstrueux. Mais qu'est-ce qui fait vraiment le charme et la spécificité d'X-Men? Pour moi, ce qui rend X-Men aussi passionnant, c'est la relation mutant-humain. C'est cette roue de l'intolérance, de la violence, des horreurs qui ne s'arrêtent jamais. Et il y a une critique qui revient souvent sur la haine anti-mutant, c'est quand même très étrange dans l'univers de Marvel que les gens soient fans de super-héros comme les 4 Fantastiques, comme Iron Man, comme Captain America, mais détestent et soient profondément racistes envers les mutants ou envers les X-Men. Il faut savoir que dans le monde Marvel, en fait, c'est qu'aussi il y a énormément de valeurs de méritocratie. Les super-héros sont des superstars, mais Iron Man a forgé son armure tout seul dans une cave et utilise son armure pour protéger les gens. Captain America est un super soldat
qui s'est opposé aux nazis pour la liberté, et Thor, c'est un dieu nordique. Donc c'est des gens, ils pèsent, mais ils ont mérité ce qu'ils ont accompli. Pareil pour tous ceux qui vont rejoindre les Avengers, c'est des personnes qui se sont entraînées tous les jours pour pouvoir participer et aider les Avengers à sauver les gens. Pour les mutants en général, le problème qu'ont les gens, c'est que ils n'ont pas mérité ces pouvoirs, ils les ont eus à la naissance, et ce qui est d'autant plus terrifiant, c'est que n'importe qui peut les avoir. Et c'est ça qui est extrêmement flippant. On peut retrouver un racisme similaire avec celui qu'on connaît nous dans notre monde réel, mais la différence c'est que les mutants, ils ont des pouvoirs flippants. On parle de personnes qui peuvent lire dans tes pensées, traverser les murs, contrôler le feu, la glace, l'eau, le métal, la météo, et c'est un peu inquiétant pour les humains que n'importe qui, n'importe quel mutant, peut avoir les pouvoirs d'un dieu. On voit l'impuissance des humains face à la puissance des mutants, face aussi au fait que les mutants vont finir par remplacer l'humanité. Vu qu'on est dans une société qui reste intolérante, il y a du mépris, il y a de l'intolérance, il y a du racisme anti-mutant, et ça crée des personnages tels que Magneto, qui, face à l'intolérance et le racisme que subissent les mutants, il va terroriser et attaquer l'humanité. Et face à ça, l'humanité va répondre en créant des sentinelles qui chassent et traquent les mutants. Et c'est exactement la morale de 97, c'est que peu importe ce cycle de force, ce cycle de violence qui se reproduit continuellement, lorsque tu te fais attaquer chez toi par des robots qui veulent te détruire juste parce que tu es mutant, tu n'as qu'une chose à la bouche, tu n'as qu'une pensée, tu n'as qu'une idéologie qui est celle-ci. Magneto was right. Et c'est ce qui arrive à parfaitement canaliser X-Men 97. Les X-Men sont des super-héros qui naviguent dans un fleuve de haine, d'intolérance et d'horreur. Et ils doivent se montrer héroïques dans des moments épiques comme dans des moments difficiles. Et c'est ça qui rend la licence, c'est ça qui rend les personnages, c'est ça qui rend les histoires incroyables. Et pour moi, le problème qu'ont les films, c'est que tu veux finaliser toutes tes œuvres cinématographiques par l'ascension de Jean Grey, alors que le Phénix, pour les X-Men, ce n'est que le début de l'histoire. C'est ce qui leur a permis de se propulser comme des super-héros incroyables. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas la conclusion de l'histoire. Les X-Men, c'est comment se focaliser, comment naviguer dans un monde rempli d'intolérance, de haine et d'horreur. Et c'est pour ça que j'adore autant lire les comics X-Men, et je viens de me remettre à toute l'épopée de Krakoa, et c'est encore présent. X-Men, c'est des super-héros incroyables. Et c'est à peu près tout. Donc mon conseil, lisez les X-Men parce que c'est vraiment super bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous êtes fan de Jennifer Lawrence. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want.